Pas de son. Bonsoir à tous. C'est normal pour l'instant que vous n'ayez pas de son parce qu'on ne parlait pas. Voilà, donc Valérie Hurion, Chambre de métier du Val d'Oise, et Lauriane Desmaries, Chambre de métier du Val d'Oise. Nous sommes heureux de vous accueillir. J'espère que vous nous entendez. Pas de son ni d'image. Est-ce qu'actuellement, donc depuis peu, vous nous voyez, vous nous entendez? Normalement, tout devrait fonctionner. Pas de son non plus. Alors, il faut peut-être, en cas de panne, donc vous déconnectez, vous reconnectez. C'est bon, d'accord, c'est bon. Oui, si toutefois vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à vous déconnecter et à vous reconnecter, mais tout en ouvrant une page Google. Ça peut être aussi la difficulté que vous ayez. Bon, très bien. OK. Si tout le monde nous voit, c'est parfait. En tout cas, vous souhaiter une bonne année à tous. Vous présenter à nouveau tous nos vœux. Santé, bonheur et tout ce qui va bien. Surtout tout ce qui va bien. Voilà. On a besoin d'aller bien. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fait partie de la Chambre de métier du Val d'Oise, rattachée maintenant à la Chambre de métier d'Île-de-France. Et nous animons un club qui s'appelle Articlub, qui se réunit tous les mois sur des thèmes différents. Donc, aujourd'hui, c'est Aurore Bonavia qui va pouvoir vous animer cette formation, enfin ce petit atelier, pour faire un point, donc pour la mise en conformité de votre site internet et connaître les trucs et astuces pour que votre site internet soit bien conforme. On peut déjà vous donner rendez-vous le dernier jeudi de février, qui sera de mémoire le 25 février, sur un thème où on va aborder la loi de finances et toutes les aides au Covid pour faire un point. Mais ça, on vous le redira plus tard. Donc, on va pouvoir donner la parole à Aurore, qui attend bien sagement pour pouvoir bien donc parler sur ce sujet-là. Et puis, on vous dit à bientôt. Bonne soirée, profitez bien. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si donc vous m'entendez du coup. Alors, je tenais effectivement à remercier Valérie et Lauriane de m'avoir proposé d'animer un atelier ce soir sur la conformité de votre site internet en votre qualité d'artisan. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Aurore Bonavia, je suis avocate en propriété intellectuelle et droit du numérique. Je suis située à Pontoise, donc dans le Val d'Oise, 95, et j'interviens donc dans tous les domaines liés à la propriété intellectuelle, droit du numérique. Ça va toucher tout ce qui est droit des marques, protection de vos créations au sens large, et toute la partie effectivement site internet, CGV, mention légale et tout ce qui touche aux données personnelles et RGPD. Ce soir, donc, je vais vraiment vous cibler votre site internet. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de très, très exhaustif pour balayer tous les points importants pour vous mettre en conformité. Néanmoins, j'aurai pas le temps naturellement de rentrer dans le détail de tous les points spécifiques. Naturellement, vous pouvez me poser des questions dans le chat et j'y répondrai. Donc, comment j'ai prévu de scinder en fait mon propos? Je vais tout d'abord faire une petite introduction sur le choix en fait de votre site internet, même si je suppose que beaucoup ont déjà acquis un site internet et donc acquis un nom de domaine, mais je vais déjà, on va dire, faire un petit préliminaire sur choisir son nom de domaine, l'utilisation des éléments audiovisuels sur votre site et pourquoi il est important de se mettre en conformité. Ensuite, je vais basculer mon propos en deux grandes parties. La première sur la conformité de votre site, mais liée aux mentions et tout ce qui porte au CGV, aux conditions générales de vente. Et ensuite, toute la partie liée aux données personnelles. C'est vraiment les deux grosses, on va dire les deux grosses parties pour lesquelles je vais scinder mon propos. Donc, avant effectivement d'avoir un site internet, je suppose que vous recherchez souvent un nom de domaine, du moins. Souvent, ça va être le même que votre activité si vous avez choisi déjà une marque ou autre. Les points de vigilance quand on choisit un nom de domaine, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité pour bien vérifier que naturellement le nom de domaine soit disponible, mais aussi s'assurer qu'il n'y a pas d'autres noms de domaine similaires à celui que vous souhaitez choisir. Alors,
on parle certes de similarité avec le nom de domaine que vous souhaitez acquérir, mais également aussi à tout ce qui peut exister. Par exemple, une marque, une enseigne, une dénomination sociale ou un nom commercial. Cela signifie que si vous souhaitez acquérir le nom de domaine de votre futur site internet, qu'il est disponible et qu'il est libre, que vous l'achetez, mais que vous n'avez pas vérifié si un tiers avait déjà déposé une marque qui est similaire à votre nom de domaine, vous pouvez avoir des soucis. Donc, il est très important de faire ce qu'on appelle cette recherche d'antériorité et naturellement, après, essayer de bien veiller que de votre côté, il n'y ait pas des concurrents qui peuvent acquérir des noms de domaine ou des marques ou des dénominations sociales qui seraient similaires à votre nom de domaine. Parce qu'effectivement, les conséquences, là, je l'ai précisé, c'est ce qu'on appelle l'action en concurrence déloyale et le parasitisme. Ce sont des actions judiciaires où vous pouvez être condamné en cas des dommages et intérêts, ça peut être un peu important. Ensuite, je suppose que sur votre site internet, vous allez l'illustrer par des photographies. Alors, naturellement, l'idéal, c'est de prendre, en général, vos créations. C'est ce que vous allez faire naturellement, puisque vous êtes, je pense, pour la plupart artisans, pour ne pas dire la majorité. Mais néanmoins, certains vont peut-être prendre des images sur Internet et les mettre sur leur site. Et là, je dis attention, de bien vérifier comment vous pouvez utiliser les photos. En général, il vaut mieux aller acheter les photos sur ce qu'on appelle des banques d'images. Et là, vous allez devoir lire leurs conditions générales d'utilisation pour voir sous quel format, quelles sont les règles en réalité pour pouvoir réutiliser ces photographies. Parce qu'il faut être sûr que vous ayez obtenu l'autorisation de l'auteur de la photographie pour pouvoir la réutiliser. Donc, faites très attention parce que moi, j'ai eu le cas de deux personnes, deux sociétés différentes qui sont venues me voir et qui, bizarrement, ils ont reçu des mises en demeure parce qu'ils avaient mis une photo sur leur site pour illustrer une activité. Il s'avère qu'ils n'avaient pas acquise la photo sous forme de licence ou autre et qu'ils n'avaient pas en plus mis le nom de l'auteur. Donc, ça peut vous coûter très cher. Donc, essayez de bien lire et de bien faire attention à cela. Et bien sûr, l'idéal, c'est de créer son propre contenu. Là, vous êtes sûr de ne pas avoir de difficultés là-dessus. Maintenant, quel est l'intérêt pour vous de vous mettre en conformité? Parce que beaucoup d'entrepreneurs viennent me voir et m'indiquent oui, mais bon, moi je suis le petit artisan du coin, personne va venir m'embêter si j'ai pas les mentions légales, si je n'ai pas les conditions générales de vente. Donc pourquoi m'embêter, payer des frais, enfin voilà, pour finalement me mettre en conformité. Il y a quand même des avantages parce que vous allez quand même gagner la confiance de vos clients, de vos partenaires également. Parce que moi, alors peut-être que je suis un peu déformée professionnellement, mais quand je souhaite aller acheter sur Internet, la première chose que je fais en général, c'est d'aller voir les mentions légales. Parce que si je me rends compte que je n'arrive pas à voir l'identité de la société derrière, je me dis comment je vais faire si je commande, que j'achète sur Internet et que je ne reçois jamais mon produit, comment je vais faire, vers qui je vais me retourner parce que je n'ai aucune information. Du coup, moi, je me dis tout de suite, prudence, ce n'est pas bon signe. Parce qu'en général, le nom de domaine que vous allez utiliser, ce n'est pas forcément derrière l'identité véritable, votre identité véritable. Donc, il est difficile de remonter et de trouver les informations de la société. Ça peut aussi vous permettre ce qu'on appelle de gagner des parts de marché, parce que vous allez voir tout à l'heure quand on va parler politique de confidentialité des données, etc. Ça va vous permettre d'avoir un gage de sérieux vis-à-vis des clients ou partenaires, comme je le disais, et ça peut aussi vous permettre d'aller sur d'autres marchés. Et c'est surtout que se mettre en conformité, c'est aussi pour éviter quand même des risques pour vous. Tout d'abord, les plaintes d'un client mécontent qui vous disent « mais attention, un client un peu procédurier, mais j'ai vu que c'était obligatoire, ce n'est pas sur votre site, je ne comprends pas pourquoi ».
pourquoi. Donc ça peut être un petit peu désagréable parce qu'il faut gérer ce petit conflit. Puis aussi ça peut avoir des conséquences sur votre image et ça peut donc affaiblir l'image de votre société, de votre structure, de votre activité et donc avoir des répercussions sur vos partenaires, vos fournisseurs et donc perdre de la clientèle à terme. Et enfin, si on a vraiment un client ou un partenaire très procédurier, vous pouvez être condamné à des dommages et intérêts en cas de procédure qui sont donc librement fixés par le juge et donc on ne peut pas, on ne peut pas maîtriser cet aléa et donc ça peut être douloureux pour vous. Alors, je ne sais pas si dans les propos introductifs, vous avez d'ores et déjà des questions. Je sais qu'il y a un petit décalage entre les questions que vous allez me poser et moi, le moment où je les vois sur le chat, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Le but, c'est que ce soit quand même assez interactif, ce genre d'atelier. Je suis pas là pour parler comme ça pendant 1h30 sans discussion derrière, donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre et à poser vos questions dans le chat. Donc maintenant, on va parler donc de la première partie de la mise en conformité de votre site avec les mentions légales et donc les conditions générales de vente. Donc, si vous faites de la vente en ligne, d'accord? Si vous ne faites pas de la vente en ligne, naturellement, vous n'avez pas besoin de conditions générales de vente. Alors, je vais d'abord parler des mentions légales qui sont obligatoires pour tout site internet. Donc, j'insiste, même si vous ne faites pas de la vente, elles sont obligatoires pour tout site internet. Comme je le disais en propos introductifs, les mentions légales vont permettre aux utilisateurs, aux internautes de vous identifier. Et il faut vraiment avoir un onglet spécifique, donc une page spécifique sur ces mentions légales. En général, si vous avez un peu surfé sur Internet, vous voyez toujours tout en bas du site un lien, un hyperlien mention légale. Donc ça, c'est vraiment important. Et en plus, il faut vraiment les identifier comme tels. Par exemple, mettre un onglet à propos n'est pas assez clair pour l'utilisateur, donc ça mange pas de pain de changer à propos par mention légale. Voilà, c'est vraiment important, puis au moins vous vous conformez à ça. Maintenant, que doivent comporter ces mentions légales? Vous devez donc préciser l'identité, ce qu'on appelle l'éditeur du site. Alors, quelquefois, je vois souvent en mention légale que l'éditeur du site, c'est la personne qui a créé le site, si vous êtes passé par un prestataire. Non, l'éditeur, c'est vraiment l'identité de la personne morale ou la personne physique qui est derrière le site, la personne que l'on doit identifier et non le créateur du site Internet. Donc, c'est vraiment vous que vous devez préciser. Pour cela, donc, voici les mentions que j'ai indiquées. Si vous êtes entrepreneur individuel, voilà, artisan, vous mettez nom, prénom, l'adresse de votre activité. Si vous êtes une entreprise à la dénomination sociale, l'adresse du siège social, la forme juridique et le montant du capital social. Quoi qu'il en soit, que vous êtes soit en société ou pas en société, vous devez mettre les coordonnées d'un contact, donc un mail et un numéro de téléphone. Vous devez également mettre les coordonnées de l'hébergeur du site web. Alors là, j'insiste également sur les coordonnées de l'hébergeur du site web parce qu'en général, peu de personnes le mettent ou alors les mettent, mais pas dans leur totalité. Et la loi est très stricte là-dessus. Vous devez mettre également le numéro de téléphone de l'hébergeur. Donc, c'est vraiment très, très important. Je ne l'ai pas mentionné sur la diapositive par manque de place, mais les coordonnées, certes, la dénomination sociale de votre hébergeur, mais également le numéro de téléphone. Et vous verrez plus tard les sanctions si on ne le précise pas. Ensuite, on doit mettre ce qu'on appelle le nom du responsable des publications. En général, c'est pour une société, ça va être le représentant légal de la société ou pourquoi pas désigner en interne la personne qui s'occupe de cela si bien sûr vous êtes pas tout seul. Par contre, si vous êtes tout seul, là, naturellement, c'est vous, votre nom, prénom que vous devez mettre en qualité de responsable de publication. Par contre, c'est très important de préciser vraiment, c'est un peu bête et méchant, mais voilà, vous mettez éditeur du site 2 points, les précisions que j'ai données tout à l'heure, et par exemple pour responsable de la publication, aussi très bête, responsable de la publication 2 points, et là vos noms et prénoms. Et ensuite, pour ceux qui sont assujettis à la TVA, le numéro de TVA.
Si vous exercez une activité commerciale, vous devez mettre le numéro RCS, et pour l'activité artisanale, naturellement, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers. Et si vous êtes une profession réglementée, effectivement, la réglementation. Par exemple, moi qui exerce une profession réglementée, j'ai toute la particularité sur ma profession. Toujours pas de questions là pour les mentions légales, mais n'hésitez pas. Maintenant, on va passer donc aux conditions générales de vente. Parce qu'il est vrai, donc voilà, depuis de nombreux mois, bientôt un an que nous connaissons tous cette situation un peu particulière. On a dû tous apprendre un petit peu au pied levé à se digitaliser et donc souvent à créer son propre site internet assez rapidement pour continuer à exercer notre profession et à vendre nos prestations ou nos produits. Effectivement, à partir du moment où vous allez vendre sur votre site internet, il vous faut des conditions générales de vente. Alors, qu'est-ce que les conditions générales de vente? Je vais en parler plus tard. Je vais en parler là tout de suite, mais ensuite on fera. J'ai choisi en fait 2 thématiques particulières pour faire vraiment un petit zoom sur 2 notions juridiques un petit peu très importantes mais un petit peu techniques quand même, et vous verrez qu'ensuite le reste c'est pas forcément très compliqué, mais bon. Donc sur les conditions générales de vente, comme je le disais, elles sont obligatoires à partir d'une prestation, dès qu'il y a une prestation, une vente en ligne. Elles doivent être renseignées donc au consommateur avant de valider une commande. Donc, comment vous matérialisez ça? Alors, pardon, donc j'ai une question. Si on est micro, doit-on mettre la phrase non assujettie à la TVA? Oui, effectivement. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous pouvez mettre non assujetti à la TVA. De mémoire, ça fait pas partie, c'est pas une obligation. C'est vraiment le numéro de TVA intracommunautaire si vous êtes assujetti. Mais effectivement, vous pouvez ajouter cette mention non assujetti à la TVA. Donc, comment faire pour valider en pratique, faire valider à vos clients consommateurs particuliers les conditions générales de vente? Tout simplement, j'ai envie de dire, alors, doit-on mettre ces CGV même si on ne vend pas sur le site? Ce n'est pas une obligation. Si la prestation ne se fait pas en ligne, la vente ne se fait pas en ligne, il n'y a pas forcément d'obligation de les mettre sur le site internet. Après, tout dépend comment vos clients viennent vers vous. Si jamais, quoi qu'il en soit, il faut qu'elle soit communiquée aux consommateurs. Donc, même si quelqu'un prend le téléphone et vous appelle, et que vous lui expliquez les tarifs de vos produits, de vos prestations, un petit mail pour lui adresser les conditions générales de vente, c'est toujours préférable parce qu'il va falloir, si jamais il y a une réclamation derrière, il va falloir prouver que vous avez porté à la connaissance de votre client les conditions générales de vente. Donc, effectivement, en pratique, c'est pas obligatoire sur votre site si vous ne faites pas de la vente en ligne directement. Après, si vous avez déjà des conditions générales de vente que vous mettez au dos de vos devis, de vos bons de commande, selon comment vous fonctionnez, j'ai envie de dire, si vous avez votre site internet, ça ne mange pas de pain de rajouter un onglet conditions générales de vente et de les insérer là-dessus. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, pour revenir au consentement du consommateur pour prouver que vous avez communiqué les conditions générales de vente avant la commande et qu'il les a lues avant de valider la commande, tout simplement une case à cocher avant la validation de la commande avec la petite mention « J'ai lu et j'accepte les conditions ». Les présentes conditions, peu importe comment vous formulez ça, mais ça permet vraiment de acter le consentement du consommateur. Ensuite, il faut, avec la case à cocher, il faudrait l'idéal qu'il y ait un petit menu qui déroule en fait les conditions générales de vente. Je sais que quelquefois, techniquement, c'est pas forcément possible. Alors, à minima, il faudra un hyperlien. Quand vous, là, comme j'ai écrit, j'ai lu et j'accepte les conditions, il faudrait que conditions, on puisse cliquer dessus et renvoyer vers votre page de conditions générales de vente. Et ensuite, il faut naturellement que techniquement,
vous puissiez, ça il faut voir avec la personne qui aurait créé votre site, que les clics sur les cases à cocher puissent être enregistrés. Si jamais vous avez un conflit derrière, vous puissiez prouver que le consommateur a bien cliqué sur j'accepte. Ensuite, l'idéal, c'est aussi, une fois que la personne a validé la commande et que vous générez un mail ou que vous lui adressez un mail, il faut également le joindre en PDF au client une fois la validation. Donc, ça confirme que là, effectivement, ils ont bien eu connaissance des conditions générales de vente et vous leur en remettez une couche en les adressant par mail. Et effectivement, comme pour les mentions légales, il vaut mieux avoir également une page dédiée sur votre site sur cette partie-là. Alors, effectivement, il y a un petit commentaire, consommateur égale personne physique, professionnel n'est pas un consommateur. Effectivement, les professionnels ne sont pas considérés comme un consommateur. Cela dépend sur quel domaine, mais je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails-là. Et ensuite, il faut, comment dire, même si vous avez de toute manière que des professionnels en clientèle, il faut quand même des conditions générales de vente parce que, alors c'est plus le code de la consommation qui l'impose, mais c'est le code de commerce parce qu'on considère que cela fait partie du socle essentiel des négociations. Autre question, l'envoi du PDF est-il obligatoire ou conseillé? Il n'est pas obligatoire, néanmoins, comme vous confirmez, il n'est pas en fait obligatoire textuellement, mais comme vous confirmez une commande, vous validez une commande, en général, vous envoyez toutes les informations que le consommateur a validées en ligne, et donc ce qui comprendrait, dans l'idéal, les conditions générales de vente, puisqu'il les a validées au même titre qu'il a validé son panier, etc. Alors, il y a une autre question également. Si on présente le matériel en ligne, mais que l'on fait de la vente lors des rendez-vous clients en physique, est-ce qu'on doit joindre les CGV à la facture ou lui envoyer par mail du coup? Alors, si vous les joignez à la facture, ça veut dire qu'il a déjà validé en fait votre commande. Donc, l'idéal, c'est que vous puissiez à tout moment, vous puissiez prouver qu'il en a eu connaissance avant de vous dire oui, j'achète votre matériel. Donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez, si c'est vraiment juste une présentation et il vous dit OK et vous faites la facture, ou si vous fonctionnez avec un devis et une fois que c'est validé, vous envoyez la facture. En général, voilà, si vous passez par le mode devis, etc., effectivement, il faut l'avoir, il faut le joindre également les CGV par mail, enfin derrière ou au dos du devis si vous le remettez en même propre. Mais effectivement, il faut que vous puissiez être sûr de prouver qu'il en a eu connaissance avant la passation de la commande. Alors, une autre question, conditions d'utilisation est identique aux conditions générales de vente? Non, ce n'est pas identique. C'est vrai que je ne vais pas en parler ce soir, mais je peux en parler quand même brièvement. Les conditions générales d'utilisation sur les sites Internet, ce sont tout simplement des conditions qui expliquent aux internautes comment, on va dire, surfer, si je peux dire, sur le site Internet, sur votre site Internet. Il n'y a aucune obligation, d'accord, d'avoir des conditions générales d'utilisation. Elles sont en général présentes dans des sites où il n'y a pas de vente en ligne, mais où il y a souvent la possibilité de se créer un profil, de se connecter, de publier des choses, mais qu'il n'y a pas de la vente. Là, effectivement, on propose des conditions générales d'utilisation pour encadrer en fait l'utilisation du site. Souvent, il va y avoir des clauses où on va indiquer à l'internaute de bien se comporter sur Internet, etc. On va expliquer que l'éditeur du site n'est pas responsable en cas de bug, de coupure, etc., etc. Mais ça fait pas l'objet du point de ce soir parce que c'est pas vraiment un acte obligatoire sur un site Internet. Effectivement, moi, je le propose très souvent et surtout pour des sites que j'appelle hors site vitrine. Voilà. Donc, en pratique,
Que doivent contenir les conditions générales de vente? Donc, plusieurs articles, effectivement. Je n'ai pas tout détaillé, mais en général, il faut préciser un petit peu le tunnel de vente de votre site. Par exemple, le consommateur va cliquer sur le produit sélectionné. Ensuite, il va valider. Enfin, il y aura peut-être un encart validé. Il y aura peut-être ensuite, il pourra peut-être cliquer sur le panier pour valider sa commande, choisir les modes de livraison, etc. C'est tout ce que j'appelle le tunnel de vente. En fait, vraiment le cheminement du consommateur qui veut acheter sur votre site internet. Ensuite, dans les conditions générales de vente, moi, en termes de prix, la clause, on va dire prix que j'insère, elles sont assez génériques parce que les prix vont être affichés sur les produits ou les services que vous allez décrire dans votre site. Donc moi, je ne précise pas, je ne détaille pas tous les prix dans les conditions générales de vente, mais en fait, on fait une clause un peu générale qui renvoie en fait à la présentation des produits et des services sur votre site. Il faut préciser les modalités de paiement que vous allez employer. Il faut préciser aussi les garanties légales et les garanties éventuellement commerciales que vous allez peut-être éventuellement proposer. C'est pas obligatoire, mais quelquefois, vous allez peut-être proposer une garantie commerciale qui est plus large que la garantie les garanties légales, ou alors le système de service après-vente. Si vous vendez du matériel et qu'il y a un problème, peut-être que vous allez proposer de reprendre le matériel, de faire de la maintenance, etc. La clause de force majeure qui est importante. Ensuite, il va falloir mettre une clause aussi sur le droit de rétractation, préciser si vous êtes, normalement, vous devez l'être assuré, avoir une assurance professionnelle. Avoir une clause toujours sur votre responsabilité ou du moins votre exclusion, vos exclusions de responsabilité. Vous pouvez aussi préciser la durée de l'offre. Effectivement, les modalités de paiement, il va y avoir les intérêts de retard. Ça, c'est très important de le préciser. Les modalités peut-être de livraison. Effectivement, la clause de propriété intellectuelle, si vous êtes un peu plus dans le côté artistique et que vous voulez préserver vos droits d'auteur dans le cadre de la vente de vos produits. Naturellement, il faut que vos conditions générales soient vraiment personnalisées à votre activité et à vos besoins. Parce que souvent, on vient me voir en me disant moi, les conditions générales, je suis allée chez mon concurrent, j'ai fait copier-coller, j'ai changé le nom et puis c'est bon. Vous verrez tout à l'heure que ça peut coûter très cher, ce genre de choses. Alors oui, je reviens à la diapositive précédente. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose du sur-mesure, vraiment adapté au cas par cas, parce que même quelquefois, même si vous allez voir ce que font vos concurrents, faites copier-coller, plusieurs fois, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas du tout adapté parce que vous fonctionnez pas de la même manière, parce que peut-être vous n'avez pas les mêmes modalités de paiement, etc. Et j'ai trop vu d'entrepreneurs qui venaient me voir et qui avaient effectivement s'étaient contentés de copier-coller sans même adapter à leur activité. Donc c'est vraiment faut éviter. Faut éviter. Maintenant, je vais prendre deux points importants dans les conditions générales de vente. Le premier point, c'est le droit de rétractation. Alors, qu'est-ce que le droit de rétractation? Le droit de rétractation s'applique donc au consommateur, personne physique qui n'exerce pas, du moins, à des fins professionnelles. Et en fait, ça lui permet de revenir sur son choix malgré la conclusion du contrat, donc en fait malgré la validation de la commande. Il y a donc vous pouvez trouver sur internet assez facilement. Vous pouvez trouver sur internet assez facilement le formulaire de rétractation. C'est le modèle qui a été fixé par décret, donc il est facilement accessible. Alors, je vois quelques questions. Alors, comment faire si notre hébergeur n'indique nulle part son numéro de téléphone? Alors, effectivement, c'est embêtant. En général, il y a toujours un moyen de le trouver, auquel cas, vous lui adressez un mail en lui rappelant que vous devez communiquer votre numéro de téléphone son numéro de téléphone, sur vos mentions légales. Après, sinon,
si vous avez un espace personnel avec cet hébergeur, normalement, sur votre compte, vous pouvez trouver, je pense, toutes les informations. Enfin, jusqu'à présent, moi, j'ai pas eu de difficulté pour mes clients de trouver le numéro de téléphone de l'hébergeur. Deuxième question. Bonsoir. Combien coûte la rédaction de ces documents faits par un avocat? Écoutez, les honoraires d'un avocat sont libres, donc chaque avocat a sa propre grille, a ses propres honoraires. Pour ma part, je fais à chaque fois un devis un peu personnalisé selon les besoins et selon l'activité, parce que voilà, c'est pas pareil un site vitrine qu'un site e-commerce. Donc voilà, ça dépend vraiment. C'est un peu au cas par cas. Donc, je continue sur le droit de rétractation. Pardon. Donc, en pratique, que veut dire le droit de rétractation? Donc, c'est la possibilité ouverte dans le cadre de la vente en ligne pendant 14 jours pour le consommateur de revenir sur sa décision dès la conclusion du contrat pour les prestations de services et dès la réception du bien en cas de vente de produits. Alors, je vais entre-temps des questions. Alors, pouvez-vous nous envoyer un modèle standard de CGV qui contient l'ensemble des informations standards? Désolée, je ne pourrais pas vous adresser de modèle comme ça, parce que ça fait l'objet d'une prestation. Une fourchette de prix, ça dépend, c'est pas en dessous de 1 000 € en tout cas. Après, ça dépend les besoins. Alors, est-ce que tous ces documents et formulaires doivent être validés par un avocat en fusion? Écoutez, je prêche pour ma paroisse, mais l'idéal, oui. Après, il n'y a aucune obligation. On ne pourra pas vous sanctionner parce que vous n'avez pas fait valider vos contrats, vos documents par un avocat. Alors, c'est obligatoire le droit de rétractation. Justement, on en parle. C'est obligatoire quand vous faites de la vente à des consommateurs. Donc là, j'ai venu justement sur cette question-là. Je vais expliquer qu'il y a des exceptions naturellement, mais il est très important de préciser quand le droit de rétractation est applicable, qu'il existe un droit de rétractation de 14 jours et les modalités du droit de rétractation, parce que si vous ne le précisez pas dans vos conditions générales de vente, ça peut vous coûter cher puisque en fait le délai sera automatiquement prolongé de 12 mois. Et récemment, j'ai pu obtenir le droit de rétractation pour des clients qui avaient signé un contrat et puis 3 mois après, ils n'étaient pas contents de la prestation et ils souhaitaient sortir de ce contrat-là. Effectivement, le contrat ne mentionnait pas la précision du droit de rétractation. Donc, on a pu faire annuler le contrat parce que le délai était prolongé automatiquement de 12 mois. Et donc, on était encore dans les 12 mois. Alors, je vois qu'il y a des questions. OVH ne précise pas son numéro, par exemple. Il me semble que je l'avais trouvé pour des clients, donc là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça me semble en tout cas trouvable sur Internet. Aura-t-on le support présenté? Je vais effectivement le laisser à Valérie et Lauriane qui pourront le diffuser certainement. Et pour OVH, écoutez, si vous voulez, je vous donnerai le numéro OVH, mais il me semble que je l'avais trouvé pour des clients, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, si on commande une prestation et qu'elle est réalisable avant 14 jours, quid du délai de rétractation? Effectivement, j'y venais, je ne sais plus si je l'ai précisé. Alors, en fait, vous avez la possibilité de demander au consommateur qui renonce à l'exercice de son droit de rétractation s'il souhaite que la prestation soit réalisée avant la fin du délai de rétractation. Dans ces cas-là, il faut lui faire signer un formulaire où il renonce expressément à la réalisation, à l'exercice de son droit de rétractation. Ensuite, il y a quand même pas mal comment on appelle ça, d'exceptions au droit de rétractation.
Alors, je vais vous répondre à ça. Pour la vente de marchandises telles que les bijoux, vêtements par exemple, c'est plus un droit de retour d'article. Alors, donc là, j'ai venu sur peut-être les exceptions. Il n'y a pas donc de droit de rétractation possible sur les objets qui sont fabriqués sur mesure ou les objets qu'on dit personnalisés, sur les biens naturellement périssables et sur les biens qui ne peuvent pas être retournés pour des questions d'hygiène. Donc effectivement, les boucles d'oreilles, les vêtements, peut-être certains, enfin si en tout cas vous le précisez, on peut ne pas exercer son droit de rétractation. Alors, il y a d'autres questions. Si on commande une prestation, donc ça j'ai répondu. Si la vente se fait par devis signé par le client, y a-t-il droit de rétractation de combien de jours? Alors, j'ai pas trop compris votre question. Si la vente se fait par devis signé, c'est-à-dire que le contrat, c'est le devis signé et vous avez les conditions générales qui sont annexées à votre devis. En fait, le droit de rétractation va s'opérer pour une vente en ligne. On est bien d'accord là-dessus. Alors, pas de CGV sur les sites de prestation de services, on est bien d'accord. Écoutez, ça dépend. Si vous réalisez votre prestation en ligne, si le consommateur peut commander la prestation de service sur votre site internet et donc la payer sur votre site internet, il y a effectivement des conditions générales de vente. Et même de toute manière, je vous recommande d'en avoir dans le cadre de votre activité. Oula, donc là, il y a beaucoup de questions. Alors, pas de CGV pour les sites. Qui est responsable de la conformité d'un site RGPD, le prestataire ou le client? Donc ça, le RGPD, on va y venir plus tard. Alors, comment peut-on justifier le refus de retour? Par exemple, risque Covid par rapport à vêtements essayés. Si pas de vente, mais... Alors, pour moi, normalement, les vêtements, ça rentre pas dans les questions, je pense, d'hygiène parce qu'on peut laver, on peut désinfecter, surtout risque Covid. À la limite, si vous voulez exclure, mais bon, pour moi, ça sort pas du droit de rétractation. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, c'est pas possible. Alors, pas de vente en ligne, mais de la réservation. Écoutez, en tant que tel, effectivement, s'il n'y a pas de vente en ligne, ok, il n'y a pas besoin d'avoir de conditions générales de vente. Néanmoins, comme vous allez réaliser votre prestation ultérieurement, moi je préconise quand même d'avoir un contrat, enfin des conditions générales, peu importe comment vous l'appelez, mais qui précise à votre client toutes vos conditions et la réalisation de vos prestations et vos obligations respectives, tant pour lui que pour vous. Alors, je crois qu'il y avait une autre question ou pas, non, sur le droit de rétractation. Bon, je continue, si jamais vous voulez revenir dessus, n'hésitez pas. Ensuite, on passe sur les garanties légales. Donc essentiellement, enfin c'est que pour les produits. Il y a donc 2 garanties légales importantes qu'il faut connaître et qui doivent figurer dans vos conditions générales de vente pour des produits. C'est ce qu'on appelle la garantie de conformité et la garantie des vices cachés. Donc, qu'est-ce que la garantie de conformité? Cela signifie qu'en fait, le produit que vous allez vendre à votre client doit être conforme aux spécifications contractuelles. Donc, en fait, à la description du produit que vous en avez fait sur votre site internet. Il y a un délai de prescription qui est de 2 ans dès la délivrance du bien. Donc ça, c'est très important de les faire figurer sur vos conditions générales de vente parce que c'est une mention obligatoire et il faut même reproduire en tout cas les articles à ce niveau-là.
Et la garantie en fait des vices cachés, là c'est quand il y a un vice qui est donc comme son nom l'indique caché lors de l'achat, mais qui est inhérent à l'objet et qui entraîne en fait, on parle de certaines gravités, mais juridiquement ça veut dire que ça vous empêche d'utiliser le produit. Bon, en général, la garantie des vices cachés est plus connue pour tout ce qui est véhicule, ou alors ça peut être également des produits, je sais pas, machine à laver ou autre, des produits en tout cas où vous avez un vice qui peut être inhérent et qui peut empêcher l'usage normal du bien. Là également, la prescription est de 2 ans dès que vous avez connaissance de ce vice. Et par contre, il est impossible de mettre des clauses d'irresponsabilité ou du moins d'exclusion de responsabilité sur ces 2 fondements-là. C'est vraiment impossible. Alors, je reprends les questions. Dans ce cas, doit-on mettre des CGU et non des CGV? Sur votre site internet, écoutez, si vous avez, vous, c'était la réservation en ligne. Effectivement, s'il y a une réservation en ligne, que la personne doit rentrer ses coordonnées, créer un espace, etc., je vous recommande des conditions générales d'utilisation pour expliquer un petit peu le cheminement de l'internaute qui veut réserver une prestation en ligne. Différence de délai de rétractation pour une vente en ligne versus une vente physique. Sinon, cela veut dire que l'on a 2 CGV. Pour une vente physique, il n'y a pas de droit de rétractation. Voilà, donc ça sera uniquement, on va dire, un geste commercial de votre part, mais il n'y a pas de droit de rétractation applicable. Le droit de rétractation, c'est uniquement pour de la vente à distance, donc de la vente en ligne. Alors, il y a exception à la conformité. Mon cas de peintre décorateur, on peint une maquette, donc le résultat sera forcément différent. Oui, bien sûr. Après, c'est vraiment quand on parle de défaut de conformité, c'est qu'on vous présente un bien et il est vraiment pas conforme à ce qui a été décrit. Donc là, je pense que c'est différent. Effectivement, si sur votre site vous présentez des exemples de peinture, etc., de décoration, naturellement que le résultat que vous allez faire pour le client qui vous a sollicité va être très différent. Donc, il n'y a pas de... Là, on est plus quand même sur de la prestation. Du coup, quand il y a la mise en jeu en fait de la garantie de conformité ou la garantie des vices cachés, vous avez la possibilité, donc, vous devez proposer au client, du moins lui, il peut opter pour soit remplacer ou réparer la chose, soit il restitue tout simplement le produit et vous lui remboursez le prix qu'il a payé, ou soit il conserve la chose malgré son vice ou son défaut de conformité, mais il veut que vous remboursiez une partie du prix. Et naturellement, tous les frais sont à la charge du professionnel. Alors, quel risque encouru si nous ne mettons pas de CGU et des CGV? Alors, pour les risques, je vais en parler tout à l'heure. Les CGU, encore une fois, c'est pas service. C'est des conditions générales d'utilisation d'un site internet, d'accord? Les conditions générales de vente vaut également pour des services, si vous vendez vos services en ligne. Je vais l'expliquer tout à l'heure, les conséquences et les risques encourus pour l'absence de conditions générales de vente sur un site internet, ou du moins également aussi si vous n'avez pas de conditions générales à proposer à vos consommateurs hors site internet. Je ne sais pas si c'est très clair parce que là, je vois que effectivement, on me propose la question CGU, CGV. Donc, conditions générales de vente, vous pouvez l'appeler même si vous vendez des produits ou des prestations de services. D'accord? On va dire que c'est l'acronyme le plus couramment utilisé, mais après, vous n'êtes même pas obligé d'appeler ça conditions générales de vente. Vous pouvez appeler ça contrat, mais bon, en général, on les appelle tous de la même manière. Après, vous pouvez appeler, si vous voulez, conditions générales de prestation de service, si vous faites que de la prestation de service. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment si vous faites de la vente en ligne. Voilà. Pour qu'elle apparaisse, en tout cas, sur votre site Internet. On est bien d'accord. Parce que là, on parle vraiment de la conformité de votre site Internet. Donc là, on y arrive au risque. Alors, encore une question. Si je propose ma prestation avec tarif, mais la vente se fait que physiquement, faut-il des CGV et CGU? Alors, je récapitule un petit peu les propos. Là, la thématique aujourd'hui, c'est vraiment
artisan, mettez votre site en conformité. Donc là, on est vraiment sur du site internet, d'accord? Naturellement, quand vous faites de la vente tous les jours à votre boutique ou en vous déplaçant chez vos clients, vos prospects, etc., naturellement, il faut quand même des conditions générales. C'est quand même important pour vous protéger et pour informer vos clients comment ça se passe quand il y a un problème. C'est un peu comme les assurances. On a tous des assurances, on les regarde pas, mais quand on doit les actionner, c'est là où c'est important de s'y référer. C'est un peu pareil avec conditions générales. Encore une fois, conditions générales d'utilisation, on va venir décrire le site internet, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, ça va être un site où je peux créer un compte pour regarder des vidéos en ligne. Par exemple, voilà, je vais prendre un exemple. Tous les sites replay, M6 Replay, TF1 Replay, etc., vous pouvez regarder en replay des séries, des films, bref, peu importe, et vous pouvez en fait vous connecter à votre compte. Et donc là, vous avez des conditions générales d'utilisation parce qu'on va vous expliquer comment faire pour créer votre compte personnel, comment faire pour vous connecter, comment bien utiliser le site sans que ça parte dans tous les sens, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle des conditions générales d'utilisation. Mais il n'y a aucune vente derrière. Juste, vous utilisez un service et vous pouvez le faire en vous connectant et vous allez rentrer des données personnelles, d'accord? Par contre, pour le site n'importe lequel, Zalando, Célio, les sites de vêtements, etc., là, vous avez des conditions générales de vente parce que vous allez acheter des produits en ligne. Une autre question, si le site est ouvert avant l'immatriculation de la société, que mettons dans les mentions légales? Il faudrait mettre société en cours de formation avec les informations dont vous disposez à ce moment-là. Et à minima également, de toute manière, votre identité. Alors, encore des questions. Du coup, il faut des CGV dès que l'on met un tarif sur notre site, même si la vente n'est pas en ligne. Alors, non, sur votre site internet, ce n'est pas obligatoire d'avoir des conditions générales de vente si la vente ne se fait pas en ligne. On ne va pas vous sanctionner s'il n'y a pas de vente en ligne, même si vous annoncez les tarifs, d'accord? Mais voilà, je suis quand même avocate, je préconise naturellement à tous mes clients d'avoir des contrats, d'avoir des conditions générales. C'est comme le peintre en bâtiment, par exemple, qui vient me voir, il va pas vendre ses prestations sur Internet, mais naturellement, sur ses devis, je lui recommande derrière de mettre toutes les conditions générales. Alors, concernant la garantie, je fais des bijoux. Faut-il préciser les conditions d'utilisation? Si par exemple, la personne a rencontré le bijou dans un produit chimique, que le bijou est abîmé, qui est responsable? Effectivement, tous ces éléments-là doivent figurer dans vos conditions générales de vente pour vous prémunir et pour éviter qu'on vous ramène un bijou à chaque fois qu'il a été abîmé par le consommateur. Alors, doit-on proposer aussi l'indemnité si on propose déjà l'échange et le remboursement? Dans le cadre des garanties légales, comme vous devez, garantie légale, donc la garantie de conformité et la garantie des vices cachés, vous devez de toute manière rappeler les dispositions du Code civil à ce sujet. Donc, naturellement, il faut vous proposer les trois options possibles que j'ai proposées. Enfin, que j'ai citées, pardon, dans ma diapositive. Donc, du coup, les sanctions en cas d'absence de mention légale, effectivement, ça peut être très, très lourd. C'est 1 an d'emprisonnement. Ça peut aller donc jusqu'à 75 000 € d'amende et 375 000 € d'amende quand nous sommes une société, avec la possibilité d'avoir une interdiction d'exercer son activité pendant 5 ans, au plus. Concernant les conditions générales de vente, la sanction également, ça peut être une amende de 15 000 € ou 75 000 € pour une personne morale. Il y a déjà eu donc des condamnations. Par exemple, en 2019, on n'a pas pu identifier la société derrière le site internet. Il n'y avait pas donc les mentions légales. La personne donc a eu 3 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende. Ensuite, ce qui est important également pour vos conditions générales de vente, j'en parle maintenant, c'est qu'il ne faut pas qu'elles soient
écrit en caractère 8 ou 6. Donc, il faut que vos conditions générales soient lisibles. Et par exemple, SFR avait été condamné en 2018. C'est l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui avait mené l'action. Et elle avait été condamnée donc à 30 000 € de dommages et intérêts pour CGV illisible parce que de mémoire, la police utilisée était de taille 8. Pour répondre à votre question, oui, c'est la peine maximale. C'est la peine maximale. Donc, naturellement, c'est jamais celle qui est appliquée devant les tribunaux. En tout cas, c'est la peine maximale vers laquelle vous pouvez être condamné. Comme je le disais tout à l'heure, évitez de faire de copier-coller aussi des conditions générales de vente de vos concurrents ou d'autres sociétés. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des actions et donc vous pouvez être condamné pour ce qu'on appelle du parasitisme et vous pouvez être condamné donc à des dommages et intérêts. Donc là, en l'espèce, c'était un montant de 1 000 €. Il y avait une autre décision aussi en 2012, un peu plus récente, où de mémoire, c'était, je crois, 6 000 €. Voilà. Donc voilà un peu les risques que vous encourez si vous ne mettez pas votre site internet. Alors, je croyais que les frais de retour pourraient être à la charge du client. Pas pour un défaut de conformité, hein, pas pour les vices en tout cas, pas pour les garanties légales. Maintenant que nous avons vu donc toute la première partie sur la mise en conformité de votre site en parlant de mentions légales et conditions générales de vente, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. À ce niveau-là. Maintenant, la deuxième partie va porter sur donc toute la protection en fait, de votre site liée aux données personnelles et ce qu'on appelle, ce que je nomme le RGPD que vous avez tous entendu parler. Donc, c'est le règlement général de la protection des données qui est venu modifier la réglementation qui existait jusqu'à présent sur la collecte et les traitements des données personnelles. Donc, avant de vous expliquer que faut-il mettre sur votre site internet à ce niveau-là pour respecter cette réglementation, je vais un petit peu vous expliquer tout simplement la notion de données personnelles et de traitement qui est important d'avoir sur votre site internet. Et ensuite, je vais vous donner un petit peu les clés pour mettre votre site en conformité, mais surtout, je vais faire un petit zoom sur 3 points très très importants, à savoir la politique de confidentialité des données, le bandeau cookie et les mentions d'informations que vous devez faire figurer sur votre site à chaque formulaire de collecte. Et ensuite, on terminera par un petit peu la prospection en fait et l'envoi de newsletters et comment faire pour recueillir le consentement des utilisateurs avant de prospecter et d'adresser des newsletters. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Je vais peut-être un peu vite. N'hésitez pas aussi à me dire si je vais trop vite et si vous souhaitez que je ralentisse un petit peu le rythme. Alors, là, il y a une question. A-t-on la possibilité d'accéder à une bibliothèque de CGV ou CGU? Qu'est-ce que vous entendez, une bibliothèque C'est-à-dire déjà des CGV, CGU toutes prêtes vous avez vu les sanctions après que je viens d'exposer. Donc, je ne sais pas si c'est ça dont vous faites référence. Alors, comment on définit donc une donnée personnelle? Données personnelles, en réalité, donc ça va être toute information qui va se rapporter à une personne physique. J'insiste là-dessus, une personne physique, identifiée ou identifiable, soit directement, donc là c'est simple, nom, prénom, soit indirectement, un numéro client, une image, un numéro de téléphone. Donc soit effectivement qu'on peut identifier à partir d'une seule donnée, ou alors en croisant plusieurs données. Par exemple, je vous ai donné 2 exemples. L'adresse mail bonavia.avocat@outlook.fr, ça c'est une donnée personnelle parce qu'on peut m'identifier avec mon nom de famille Bonavia, alors que l'adresse mail contact@avocat-conseil.fr, là il ne s'agit pas d'une donnée personnelle. Donc la question que vous devez vous poser pour savoir si vous collectez des données personnelles, est-ce que je peux identifier une personne physique?
Maintenant, quand on parle de données personnelles et collecte, on va aussi parler d'un traitement de données personnelles. Et là, qu'est-ce qu'on entend par traitement? On parle de fichiers. Alors, tout simplement, votre fichier client, vos fichiers prospects également, ou alors également fournisseurs, partenaires. Ça peut être aussi des prospects que vous allez pouvoir collecter, peut-être des coordonnées que vous allez collecter par des questionnaires. En tout cas, tous les fichiers que vous pouvez avoir dans le cadre de votre activité où on peut identifier une personne physique. Du coup, ça concerne qui? En réalité, tout le monde. À partir du moment que vous êtes soit établi sur le territoire de l'Union européenne ou alors que l'activité va cibler directement des résidents de l'Union européenne. Cela veut dire que je peux être une entreprise chinoise, mais mon activité va cibler des personnes résidant sur le territoire de l'Union européenne. Dans ces cas-là, je suis soumise à la réglementation générale sur la protection des données personnelles et je dois me conformer à ces obligations. Donc, en réalité, vous êtes tous concernés. Aussi, pour revenir un petit peu sur la notion de fichier, moi, souvent, on vient me voir en me disant « Ah non, mais de toute manière, moi, je traite pas, j'ai pas de données parce que moi, j'ai tout en version papier. » Voilà, moi, j'ai tout en version papier, donc je collecte absolument rien du tout. Attention, la loi, la réglementation à ce sujet-là est très large. Peu importe que ce soit uniquement des fichiers papier ou informatiques, du moment que vous avez une donnée personnelle qui est sur un post-it, qui est sur un tableau Excel, vous êtes soumis à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Et vous verrez, là, on va parler de votre site internet, que automatiquement vous allez collecter des données personnelles, même si quelquefois elles peuvent être pas nombreuses, mais en tout cas vous en collectez, vous devez vous conformer à ça. Du coup, la réglementation sur la protection de données personnelles a étendu en fait le droit des personnes, à savoir que vous devez informer toutes les personnes de leur droit en fait d'accès à leurs données. Ils ont également un droit pour rectifier leurs données, un droit à l'effacement, ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Ils peuvent aussi limiter le traitement des données que vous en faites. Ils peuvent également aussi s'opposer à la collecte de données. Bon, c'est un peu encadré, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, on a une question. Quand on revend sur fonds de commerce, que se passe-t-il par rapport aux données personnelles? C'est-à-dire que vous vendez tous vos fichiers avec votre fonds de commerce. Dans ces cas-là, il faut déjà que dans la session de fonds de commerce soit un petit peu qu'il ait trait en tout cas à cette notion de données personnelles que vous transmettez. Après, il faut s'assurer que dans la collecte de données que vous avez réalisée, que les personnes étaient informées de l'éventuelle transmission de leurs données. Après, à voir dans quel cadre, qui reprend le fonds de commerce, quelles données exactement il va reprendre. Là, j'ai un peu du mal à visualiser. Donc, comment en pratique faire pour se conformer à cela? Déjà, je vous conseille de vraiment recenser un petit peu tous les fichiers dont vous disposez et de trier un petit peu les données à l'intérieur de ces fichiers, parce que quelquefois, on va prendre nom, prénom, adresse mail, date d'anniversaire, puis on se rend compte que c'est pas forcément utile d'avoir toutes ces données-là. Donc, il est important de vraiment faire un petit tri à ce niveau-là et de vraiment collecter que les données nécessaires aux besoins que vous allez vraiment aux besoins de votre activité, ou du moins aux besoins pour répondre à la demande de votre cliente. Vous devez donc respecter le droit des personnes en les informant, donc on verra tout à l'heure comment on va le faire. Vous devez aussi sécuriser la collecte de vos données, et pour cela aussi, il faut quand même revoir vos contrats
vos contrats, surtout par exemple avec vos fournisseurs et vos prestataires. Donc sur votre site internet, en pratique, comment ça se passe? On va tout simplement parler d'abord du bandeau cookie. Le bandeau cookie, je suppose que vous savez tous de quoi il s'agit parce que vous avez tous surfé sur Internet et ouvrir une page, aller sur un site et vous avez le fameux bandeau qui arrive sur le site et on vous demande d'accepter ou de refuser pour pouvoir continuer la navigation de votre site. Donc un cookie, de quoi s'agit-il? Un cookie, c'est un traceur en fait qui va permettre d'analyser un petit peu les habitudes des consommateurs pour permettre des publicités ciblées ou d'adresser des services personnalisés. Là encore, il faut le consentement de l'utilisateur. J'ai mis sur mon support tout à l'heure, vous le verrez, des exemples de bandeaux cookies. Tout simplement, ces exemples, je les ai pris sur le site de la CNIL qui est assez bien fait à ce niveau-là. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est très intéressant et c'est plutôt bien fait. Alors, 2 questions. Quels sont les délais légaux de conservation des données par type de données d'utilisation? Il n'y a pas, alors je peux pas tout vous donner les délais légaux, mais en fait vous avez des délais à chaque fois qui s'appliquent selon vos obligations. Par exemple, des données comptables, vous allez les garder 10 ans. Par exemple, les données concernant votre client, une fois qu'il a fait son... Alors, je pense que j'en parle juste après, mais quand il a acheté chez vous et qu'il n'est pas encore revenu chez vous, vous devez conserver ces données pendant 5 ans parce que c'est un peu c'est le délai de prescription pour engager votre responsabilité, par exemple. Donc, c'est vraiment des délais qui diffèrent suivant l'utilité. Par exemple, pour la prospection, les données prospects, vous devez conserver les données pendant une durée de 3 ans à partir de la date du dernier contact que vous avez eu avec ce prospect. Bien sûr, un contact actif de sa part, le fait de le relancer, de prendre de ses nouvelles, par exemple, mais que lui ne vous réponde pas, ce n'est pas considéré comme le dernier contact. C'est vraiment, on va dire, le côté actif du côté de l'utilisateur. Quid de la déclaration auprès de la CNIL? Alors, avec le RGPD, il n'y a plus de déclaration de la CNIL. Donc, depuis 2018, vous n'avez plus d'obligation, il n'y a plus de déclaration auprès de la CNIL. En réalité, maintenant, avec le RGPD, il faut que vous puissiez prouver à tout moment que vous respectez la réglementation relative aux données personnelles. Si on n'a pas de cookies, faut-il le préciser ailleurs que dans les données légales? Non, c'est même... s'il n'y a pas de cookies, en tout cas, comme je l'ai précisé avant, c'est-à-dire pour cibler tout ce qui est publicité, etc., non, il n'y a pas besoin de le préciser. Ou alors, dans la politique de confidentialité, vous pouvez mettre effectivement ce site ne contient pas de cookies, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Formulaire de contact, pas entendu, désolé. Alors, j'ai pas dit de formulaire de contact. J'ai parlé que si vous avez collecté des données d'un prospect qui n'a pas été client chez vous et que la durée de conservation de ces données-là est de 3 ans et le point de départ de ce délai de 3 ans est à partir de la date du dernier contact que vous avez eu avec lui. Mais un contact actif de sa part, c'est-à-dire il vous a écrit, il vous a envoyé un mail, je sais pas, le 1er janvier 2021, vous n'avez pas de nouvelles et pendant 3 ans, vous le relancez, on va dire 3 ans après, si lui, il ne vous a pas répondu, vous devez effacer la donnée, les données le concernant. Alors, prouver de quelle façon? Avec les data uniquement. Prouver quoi, du coup? Je sais pas, votre question n'est pas dans sa totalité. Alors, pour faire les cookies, alors effectivement, ça en général, il faut voir avec la personne qui a créé votre site internet. Et normalement, si vous avez accès, c'est précisé. Si vous avez accès si vous avez possibilité, d'accéder à votre site internet en back office, vous avez normalement toutes les informations mises à disposition.
également par votre mise à disposition qui peuvent en fait vous apporter des précisions là-dessus. Donc, à vous de regarder ou de voir avec la personne qui vous a créé le site ou un informaticien, quoi. Alors, par contre, il n'y a pas besoin de recueillir le consentement de l'internaute quand il s'agit de cookies qui permettent de conserver les choix exprimés naturellement sur l'autorisation que vous demandez. Ou les cookies qui sont destinés à l'authentification auprès d'un service. Donc, quand des fois, vous voulez envoyer votre demande, par exemple, de contact, et pour vérifier qu'il y a toujours une petite phrase, si vous n'êtes pas un robot, merci de me sélectionner les images, je sais pas, d'un tracteur, etc. Les cookies, là également, où il n'y a pas besoin de consentement, c'est les cookies qui permettent de garder le contenu d'un panier d'achat. Donc là également, ou d'une facture, il n'y a pas besoin de recueillir le consentement de l'utilisateur. Des cookies qui limitent les accès au site payant et les cookies qui permettent de personnaliser l'interface. Si vous avez un site qui propose langue française, langue anglaise, etc., là, vous n'avez pas besoin de recueillir le consentement de l'utilisateur. C'est vraiment pour les cookies que j'ai cités précédemment, à savoir tout ce qui va être publicité, etc. Enfin, publicité ciblée pour vous envoyer... en fait, c'est ce qu'en général vous envoyez. Si par exemple vous allez surfer sur un site de vêtements en ligne, de e-commerce qui propose des vêtements, bah, bizarrement, quand vous allez naviguer sur un autre site internet, vous allez avoir des publicités qui vous proposent les produits que vous avez un peu regardés sur internet juste avant. Donc c'est ça en fait les cookies pour lesquels il faut recueillir l'autorisation de l'internaute. Là, vous avez donc 2 extraits d'exemples. C'est le même, en fait, c'est juste le menu déroulé de la CNIL sur les bandeaux cookies. J'ai mis le lien sur la diapositive pour aller récupérer le fameux bandeau cookie. Donc voilà, il faut vraiment avoir des cases à cocher et pas des cases pré-cochées. Ça, c'est très, très important. Donc là, effectivement, vous devez laisser l'internaute cocher la case pour pouvoir recueillir son consentement. Donc là, vous voyez, il y a case à cocher publicité personnalisée, publicité géolocalisée, partage sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous pourriez retrouver ça sur Internet. Il n'y a pas de difficulté sur le site de la CNIL. Comme je vous dis, c'est vraiment bien fait, donc n'hésitez pas. Alors, dans le cas du RGPD, les données personnelles, vous avez parlé de prouver. Oui, je vais. Oui, alors en fait, oui, je vous disais que désormais, en fait, si vous voulez, avant le RGPD, donc avant 2018, il suffisait de faire une déclaration de la CNIL et il y avait une présomption simple, selon laquelle le fait d'avoir déclaré à la CNIL, vous étiez conforme. C'était un peu automatique, on n'allait pas vous embêter. Même si vous faisiez n'importe quoi après avoir signé cette déclaration, c'est pas grave, on considérait que c'était quand même une gage de sécurité. Maintenant, depuis le 25 mai 2018, il n'y a plus de déclaration à la CNIL. Cela signifie que vous devez pouvoir prouver à tout moment, en cas de contrôle de la CNIL, en cas de réclamation de la part d'utilisateurs, comme quoi vous respectez la réglementation sur les données personnelles. C'est-à-dire que si la CNIL vous fait un contrôle, elle va vous demander quelles données vous collectez, combien de temps vous les collectez, quelles mesures de sécurité vous avez mis en place, etc. Donc vous, il faut que vous puissiez répondre à toutes ces questions-là, à toutes ces obligations-là. Donc en général, ça va passer par des tableaux, par toutes des mesures, on va dire, un petit peu organisationnelles internes qui vous permettent de pouvoir prouver que vous faites les choses dans les règles. Si notre site ne propose pas de vente, il faut un bandeau cookie, car pas de collecte de données. Alors, le bandeau cookie, comme j'ai expliqué, c'est vraiment un traceur. Donc là, il faut vraiment vérifier avec soit la personne qui vous a créé le site, soit si vous l'avez créé vous-même directement dans l'espace personnel, le back-office de votre site. Vous avez normalement toutes les informations qui vous permettent de savoir si votre site, vous avez activé ou vous collectez en fait des cookies. Parce que vous dites que, vous allez voir tout à l'heure, vous dites que si le site ne propose pas de vente, il n'y a pas de collecte de données. C'est faux. Parce que vous allez avoir un minima, ce que j'appelle un formulaire de collecte, et vous allez collecter donc de la donnée quand même. C'est de mémoire juste ma présentation suivante. Voilà. Par exemple, vous allez tous avoir
au moins, par exemple, là j'ai mis le mien, mais ce qu'on appelle un formulaire de contact, où vous allez demander à l'internaute peut-être de vous laisser un message ou de vous contacter peut-être pour un devis. Donc là, c'est de la collecte de données. Vous allez collecter le nom. Moi, donc là, je collecte le nom, l'email et l'objet. Enfin, l'objet, ça, c'est pas de données personnelles, mais en tout cas, le nom et l'email. Il faut que vous puissiez prévenir et mettre une mention d'information à l'internaute, comme quoi vous collectez certaines données, pourquoi vous les collectez, comment vous les collectez, combien de temps vous allez les conserver, etc. Donc là, il y a une petite mention un peu classique. Donc là, à remplacer par votre nom. Donc moi, par exemple, Aurore Bonavia traite les données recueillies pour, là, c'est une demande de contact, d'accord, pour votre demande de contact, pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, rapportez-vous à la notice ci-jointe. Donc, ça va être la politique de confidentialité des données. Alors, il y a une autre question. Du coup, après les 5 ans ou 3 ans, on fait qui? Alors, j'ai pas compris votre question. Quoi faire? Vous voulez dire après la durée? Après la durée, en fait, vous devez supprimer tout simplement les données. Vous n'avez plus le droit de les collecter. En fait, il faut que le traitement réponde à une finalité déterminée. Donc, par exemple, je vais prendre mon exemple tout simple. Quand une personne vient me voir à mon cabinet, je vais collecter des données. Quelle est la finalité en réalité? Ça va être la mission que m'aura confié le client. Ça va être, je vais collecter des données peut-être pour une procédure judiciaire, peut-être pour un conseil juridique. Donc, je vais déjà conserver les données pendant toute la durée nécessaire à la réalisation de ma mission. Donc, vous, ça peut être, je vais collecter les données pendant toute la durée nécessaire à la réalisation de la transaction, qu'il s'agisse d'une vente de produits ou une prestation de service. Et ensuite, dès que j'ai fini, moi, ma mission de conseil ou d'assistance dans le cadre d'une procédure judiciaire, et que, en fait, mon dossier est terminé, les données, je vais les conserver, ou du moins certaines données, je vais devoir les conserver soit 5 ans, soit 10 ans en termes de comptabilité, donc 5 ans, c'est en cas de responsabilité, c'est la prescription que j'ai en cas de responsabilité professionnelle, etc., etc. Puis il y a certaines données que je vais peut-être conserver plus longtemps parce que l'URSSAF va me demander peut-être certaines données personnelles que je vais devoir quand même collecter. Donc, il y a plusieurs délais selon en fait les obligations légales que vous allez avoir selon en fait les spécificités de tous ces organismes-là. Alors, après le délai légal, il y a des sites qui vendent de ces données personnelles. Normalement, non. Enfin, en tout cas, ils sont dans l'illégalité. En fait, effectivement, il y a des sites de marketing, etc., qui vendent des fichiers de données personnelles. Ça, c'est possible. Donc, ça, c'est possible. Ça, par contre, si vous, par exemple, vous achetez un fichier client via une société tierce qui est spécialisée souvent dans le marketing, il faut vous assurer d'avoir bien eu le consentement de la personne pour pouvoir ensuite lui envoyer des mails de prospection. Et on va y venir, c'est mon sujet sur la prospection. Mais c'est vraiment très, très important parce que même vous, je pense que vous devez recevoir des mails à tout va, de pubs, etc. Et c'est désagréable de recevoir quelque chose auquel on n'a pas donné l'autorisation. On est assommé de mails, il y en a même qui vont dans les spams, etc. Donc, c'est très important d'avoir recueilli le consentement préalable de l'internaute. Et parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, les gens deviennent de plus en plus agressifs à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment très important pour vous. Existe-t-il des solutions logicielles pour gérer ces données collectées, pour dater par exemple la collecte du contact client? Oui, il y a des logiciels, de CRM en fait, où vous pouvez rentrer toutes ces données-là. Ensuite, il y a le vieux tableau Excel que vous mettez à jour régulièrement. Après, je connais pas de logiciel spécifique. Voilà, j'utilise moi un logiciel CRM. Voilà, enfin, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Alors, quand un client passe une commande et que c'est lui qui prend contact, c'est normal que nous ayons son mail ou numéro avec lequel il nous a contacté.
Ensuite, personnellement, je ne tiens aucun fichier avec ces données. Du coup, que faut-il mettre en place? C'est-à-dire, donc la personne, ça dépend comment ça se passe. La personne juste vous appelle, mais du coup, le mail et le numéro, vous le conservez jamais. Il n'y a aucun, effectivement, mais parce que ça peut faire l'objet d'une formation à part entière. En fait, ce qu'il faut, ou je crois que j'en parle peut-être juste après, ce qu'il faut, c'est tenir des registres, non pas des fichiers clients, mais des registres sur lesquels vous allez noter quel type de données vous. Oula, donc il y a beaucoup de questions. À titre perso, je n'utilise pas les données récoltées par la vente uniquement. Quid de mon prestataire? Ça effectivement, ça fait partie des destinataires possibles des données que vous collectez. Donc ça, en fait, il faut informer les clients que leurs données sont potentiellement destinées à des prestataires en les listant et vous les renvoyez vers les politiques de confidentialité de ces prestataires-là. Alors, qui est responsable de la conformité d'un site RGPD, le prestataire ou le client? Oula, votre question n'est pas très claire pour moi. On appelle la personne qui est responsable sur le site internet pour la collecte des données, c'est ce qu'on appelle le responsable de traitement. Ça va être l'éditeur du site, ça va être vous en fait qui allez être responsable. Ensuite, si vous avez un prestataire qui a des données, les données de votre client et qui lui les collecte de son côté, s'il y a on va dire une violation de la réglementation, lui aussi peut être, mais de son côté, il peut être aussi responsable en fait. Il y a plusieurs responsabilités parce qu'il y a plusieurs utilisations des données. Alors, il n'y a plus de son. Mince, il y a un problème. Oui, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, vous verrez mes coordonnées à la fin. Alors, est-ce que mettre dans son fichier contact la date et ou à quelle occasion sur un client a rencontré son futur client, est-ce une preuve que le client nous a laissé ses coordonnées? Non, pas du tout. En fait, c'est pas une question que vous ne devez pas prouver. Vous ne devez pas prouver que le client vous a donné ses coordonnées. Vous devez prouver qu'il a été d'accord pour collecter ces données. Alors, je comprends très bien qu'en pratique, quand on est hors site internet, c'est très compliqué. Quand je vais dans un marché acheter, je sais pas, je reconnais Madame Vallier, quand je vais acheter une de vos créations au marché de Noël, naturellement, c'est compliqué de me faire cocher la case, etc. Parce que on achète directement, on paye, on n'a pas envie de se retrouver avec un document A4 avec comment collecter, etc. Donc, c'est quand même assez souple, on va dire, quand on est hors du champ les concernant. Alors, les mails que j'ai depuis 10 ans des clients ou des fournisseurs, je dois les supprimer. Moi, j'appelle ça mes archives. Oui, normalement, s'il n'y a plus de contact et qu'il n'y a plus d'obligation légale qui vous autorise à conserver ces données-là, vous ne pouvez pas normalement les conserver. Même la question de les mettre en archive, c'est pas du tout bon légalement. Après, voilà, encore une fois. Naturellement, je suis un peu le diable ce soir parce que je vous dis tout ce qu'il faut faire et que vous dites oh là là, je suis pas du tout en conformité. Après, même si les sanctions sont présentes et existent, après voilà, ça dépend le type de clientèle, ça dépend si vous avez des clients un peu procéduriers, etc. Mais voilà, il faut pas non plus avoir peur de cette mise en conformité. Alors, n'hésitez pas à reposer votre question si vous voulez, je répondrai tout à l'heure. Alors,
Alors, je ne collecte que les données nécessaires à la vente et ne m'en sers pas pour faire de la relance. Mais quid de mon prestataire? Ça, je crois que j'ai répondu également. Ah oui, vous n'avez peut-être pas entendu. Il faut effectivement prévenir vos clients que les données sont également destinées à des prestataires. Vous les listez et vous les renvoyez en fait à la politique de confidentialité des données de ces prestataires-là, parce que vous n'êtes pas responsable après de ce que font ces prestataires sur la collecte. Alors, pas compris la différence entre les 5 ans et les 10 ans pour la commande. Non, mais en fait, les données comptables, vous devez les conserver 10 ans. Donc, par exemple, votre facture que vous conservez 10 ans, vous allez avoir sur la facture, normalement, le nom et le prénom de la personne, l'adresse postale. Donc, ça, ce sont des données personnelles que, en tout cas, moi, c'est comme ça dans mon activité que je conserve. Et en plus, j'informe mes clients que naturellement, mon expert comptable, en le citant, est amené à collecter leurs données, parce que c'est lui qui va rentrer mes données, et puis je peux avoir un contrôle fiscal peut-être, et donc effectivement, le fisc peut avoir accès à ces données personnelles-là, c'est-à-dire nom, prénom du client et l'adresse postale, puisque ce sont des mentions obligatoires sur les factures. Et donc 10 ans de mémoire, après je peux me tromper, mais il me semble vraiment la réglementation, etc. Donc je vais faire un petit topo rapide là-dessus. Alors, une autre question. Donc si la seule archive des données consiste à conserver les mails, textos ou autres messages sans rien en faire de plus, que faut-il pour se mettre en conformité? Alors, archive des données, vous ne pouvez pas. Alors, si je comprends bien votre question, mettre en archive. Ah oui, vous voulez peut-être archiver vos dossiers, mais les conserver pendant la durée peut-être légale. Je n'ai pas forcément compris votre question. Écoutez, si vous conservez, en fait, vous devez juste informer les personnes quelles données vous conservez et pourquoi vous le faites. Si c'est pour répondre à leurs demandes, à leurs commandes, ça paraît logique. Autre question. Qui est habilité à nous demander pour les données personnelles? En gros, la gendarmerie RGPD. Alors, c'est la CNIL qui régule toute la question de la question sur les données personnelles. Et ensuite, qui peut vous demander des questions sur les données personnelles? C'est en fait les réclamations, vous allez les avoir, vous pouvez les avoir des clients, des prospects. Il peut y avoir moi, j'ai eu des clients qui m'ont consulté parce qu'ils avaient reçu en mail une demande d'un prospect qui voulait savoir quelles données il collectait. Alors, maintenant, quand on parle de prospection et de newsletter, on va faire la distinction entre la prospection envers des particuliers, donc ce que j'appelle B2C, et la prospection entre professionnels que j'appelle B2B. Quand vous êtes en prospection, donc avec des particuliers, des personnes physiques, vous devez recueillir le consentement express pour qu'ils puissent recevoir des mails de votre part. Par exemple, la personne peut aller sur votre site et laisser les coordonnées. Si vous souhaitez après lui envoyer des mails sur voici mes nouveaux produits, un peu les informer sur votre activité, vous devez leur demander avec une case donc à cocher. Je suis d'accord à recevoir des mails de prospection de votre part. Et donc là, il faut vraiment l'acter par une mention telle que je viens de vous la citer, avec une case à cocher. Ensuite, il faut que vous puissiez permettre à la personne de toujours se désabonner. Par exemple, vous voyez toujours dans les mails que vous recevez de publicité, à la fin, je souhaite me désabonner, je souhaite me désinscrire, etc. Vous devez laisser la possibilité d'avoir une action de la part de l'internaute qui puisse arrêter de recevoir de la sollicitation de votre part. Il faut que cela soit clairement affiché et que le procédé soit facile et gratuit pour l'internaute. Par contre, dans les cas pour lesquels vous n'avez pas besoin de recueillir le consentement du particulier, c'est si vous faites de la prospection non commerciale pour des œuvres caritatives,
et si il a déjà acheté en fait un produit similaire et que vous renvoyez de la publicité pour des produits similaires qu'il vient d'acheter ou des prestations de services, hein, c'est pareil. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de recueillir son consentement. Par contre, si on est face à des professionnels, là, effectivement, on n'a pas besoin de leur consentement, mais on doit juste les informer. On doit juste les informer que les données sont collectées et qu'ils allaient recevoir de la prospection commerciale par le biais des données qu'ils ont fournies. Et là, par contre, le point commun, c'est que vous devez quand même à tout moment laisser la possibilité à la personne qui souhaite se désabonner. Alors, je vois des questions. Ça permet simplement aussi, en remontant un peu les messages, de savoir qui est le client, les commandes passées, etc. Oui, normalement, effectivement, vous n'avez pas le droit de conserver les données plus longtemps que les durées, en tout cas, préconisées, recommandées. Vous avez dit que certaines données, il faut garder plus longtemps que l'URSSAF, pendant lesquelles. Alors, je dis l'URSSAF, je ne sais plus, mais en tout cas, par exemple, si vous avez un contrôle fiscal, il faut conserver toutes les données comptables. L'URSSAF, non, il n'y a pas de données spécifiques de mémoire. Ça dépend, en fait, ça dépend si vous avez des salariés, par exemple. Si vous avez des salariés, effectivement, tout ce qui est cotisation sociale, cotisation retraite, etc., là, vous allez automatiquement conserver des données, en fait, de vos salariés. Mais je pense que c'est pas forcément adapté à vous. Alors, je ne sais pas si ma question a été répondue. Alors, je vais répondre, Tiffany, à votre question juste après, parce que je vais faire un point là-dessus. Ça ne fait pas l'objet du support aujourd'hui, mais je vais quand même faire un point là-dessus. Alors, donc, pas de prospection à des personnes qui n'ont pas donné leur accord. Effectivement, en principe, vous n'avez pas le droit, mais je vais vous donner une astuce pour essayer de recueillir le consentement malgré tout. Ça vient juste après. Alors, si un client B2C nous a déjà acheté un produit ou service, nous pouvons lui envoyer un mail check newsletter sans son consentement du coup. Alors, newsletter, oui, vous parlez effectivement. Si c'est une newsletter qui propose, dans laquelle vous exposez des produits ou des services similaires à celui qu'il a acheté, effectivement, vous n'avez pas besoin de son consentement. Je ne sais pas si c'est clair. Du coup, dans le mail de prospection, ou dans la newsletter, vous devez toujours préciser l'identité de l'annonceur, donc vous, et donc, comme je le disais, laisser la possibilité au prospect de se désinscrire à tout moment. Donc, par rapport à votre question, pas de prospection à des personnes qui n'ont pas donné leur accord. Je vous ai pris l'exemple où en fait vous avez un fichier prospect et vous vous dites oh là là, mais du coup j'ai pas obtenu le consentement préalable et là je viens de me rendre compte que mon fichier c'est poubelle parce que je ne peux pas en fait les contacter. Bon, ne vous inquiétez pas de panique, ne repartez pas de zéro non plus. Essayez, moi ce que je vous préconiserais, ça serait d'envoyer un mail à vos prospects, on va dire sous forme un petit peu commerciale, un petit peu pour un petit peu annoncer un peu un nouvel axe de communication, où là vous proposerez de manière claire de s'abonner en disant Bonavia, je reprends contact avec vous, j'ai une nouvelle actu, mais du coup pour en savoir plus, est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir de la prospection ou des newsletters de ma part? Et dans ces cas-là, dans le mail, vous ajoutez peut-être pourquoi pas un hyperlien qui vous renvoie peut-être à votre site avec sur le formulaire contact, où là vous avez la belle case à cocher. Et du coup, vous pouvez recueillir le consentement de cette manière-là. Par contre, si vous n'avez pas de réponse de leur part ou une réponse négative, normalement, effectivement, vous devez ne pas utiliser les données les concernant et donc ne pas les prospecter. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, d'autres questions. Si un client B2C nous a déjà acheté un produit, oui, donc ça j'ai répondu. Et si la personne a laissé ses coordonnées papier? Ses coordonnées papier, mais si elle n'y voyait pas d'inconvénient qu'elle vous a pour que vous puissiez lui adresser de la prospection ou des newsletters, oui, si vous avez recueilli son consentement, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais encore une fois, le côté papier,
ça va être difficile de prouver que vous avez eu son consentement, sauf à lui faire signer un formulaire, etc. Et je comprends qu'en pratique, ce soit un peu compliqué à mettre en place. Après, voilà, là, on est vraiment sur de la mise en conformité d'un site Internet. Donc, je raisonne beaucoup là-dessus. Hein. Après, je comprends les contraintes, on va dire, un peu techniques et commerciales de faire signer des papiers quand on vient vous voir dans votre boutique ou sur vos marchés, les salons, etc. C'est un peu, je comprends que c'est un peu compliqué. Donc, si vous n'avez pas effectivement de informer suffisamment les internautes de l'utilisation des données, vos clients, etc., des données que vous collectez, il peut y avoir donc des sanctions importantes. Donc, sur votre site internet, en fait, je ne sais pas si j'en ai parlé du coup, mais cette précision de toutes les données que vous collectez, pourquoi vous les collectez, combien de temps vous les collectez, etc., et les droits qu'ont les personnes à ce sujet-là, doit prendre la forme, ce qu'on appelle une politique de confidentialité des données. Donc, en fait, sur votre site Internet, vous allez avoir tout en bas, mention légale, conditions générales de vente, politique de confidentialité des données. Et là, donc, c'est assez détaillé et vous devez effectivement préciser tous les droits des personnes et vous, les modalités organisationnelles sur la collecte des données. Si vous ne le faites pas, effectivement, les sanctions peuvent être importantes. Donc, la CNIL a le pouvoir, en tout cas, d'aller jusqu'à 20 millions d'euros pour une entreprise, 20 millions d'euros, pardon, pour une entreprise jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Enfin, après, ça dépend les types de sanctions. Effectivement, là, c'est le maximum, hein, naturellement. Alors, souvent, on vient de me dire, oui, mais bon, moi, petit artisan du Val d'Oise ou autre, je vais pas être sanctionné à ce montant-là. Effectivement, c'est quand même en fonction du chiffre d'affaires, mais néanmoins, on voit qu'il y a quand même des sanctions qui sont appliquées, même si ce sont pas les grosses sociétés. Donc, vous voyez effectivement là, il y a eu également en 2020 Amazon et Google, où là, ce sont des montants astronomiques, hein, 60 millions, 35 millions, mais bon, adaptés naturellement à leur structure. Nestor, qui est une entreprise quand même un peu plus petite, qui fait de la restauration de vente à emporter, enfin qui livre des repas. Là, il y a eu, elle a été condamnée donc à 20 000 euros. C'est parce qu'elle avait prospecté via une newsletter sans avoir requis le consentement. Donc là, c'est un peu gênant. Et avec des montants un peu moins élevés, récemment, 2 médecins qui ont été condamnés à 6 000 euros et 3 000 euros respectivement pour un manquement aux règles liées à la gestion des données personnelles. Donc, tout ça pour vous dire que personne n'est à l'abri, que c'est important et parce que les conséquences peuvent être pour vous, un peu importantes. Alors, pour répondre à vos questions. Si la personne a laissé ses coordonnées papier, on considère qu'elle a donné son consentement. Effectivement, on considère, oui, vous pouvez considérer naturellement. Néanmoins, attention, parce que si jamais elle vous dit qu'elle a jamais donné son consentement à ce que des données soient collectées, autre en tout cas que la manière pour laquelle vous les collectez, c'est-à-dire si elle vous a donné ces données juste pour commander un produit chez vous et qu'après vous lui envoyez newsletter qui n'a rien à voir, etc., où elle reçoit de la prospection de vos partenaires, etc., là, elle peut vous dire qu'elle n'a jamais donné son consentement et il vous sera difficile de le prouver. Alors, est-ce récurrent les procès dus à tout ça? Alors, ce ne sont pas des procès parce que c'est la CNIL qui fait des contrôles. Donc, la CNIL, c'est une autorité administrative. Donc, on n'est pas devant le juge judiciaire. Elle fait des contrôles. Les sanctions, alors, elle en fait régulièrement des contrôles. Par contre, elle ne sanctionne pas d'un coup. C'est-à-dire que d'abord, elle va mettre en demeure de rectifier le tir. Et si vraiment il n'y a pas de réponse derrière suffisante, là, elle va appliquer une sanction. Donc, c'est jamais non plus, elle tape pas des doigts comme ça d'un coup. Mais néanmoins, vous voyez que il faut quand même se mettre en conformité. Alors, la CNIL vise surtout les grandes entreprises multinationales, etc. Oui, mais quand je vous dis là que 2 médecins libéraux ont été condamnés à 6 000 euros et 3 000 euros, vous voyez que ce n'est pas uniquement les multinationales. Donc, ça peut viser tout le monde.
Du coup, on arrive à la fin de la présentation. Donc, s'il faut un peu retenir un petit peu de tout ça, je sais que c'est un peu technique, donc j'espère que quand même vous avez retenu des choses et que c'était pas très compliqué pour vous. Il faut retenir que déjà, sur votre site internet, vous devez avoir les mentions légales, d'accord? Ça, c'est obligatoire. C'est vous identifier votre hébergeur, d'accord? Ça, c'est très, très important. Ensuite, si vous faites de la vente en ligne, quel que soit produit ou service, donc c'est-à-dire qu'on va commander, on va payer en ligne, là, il faut des conditions générales de vente, très, très important, d'accord? Vous devez détailler toutes les conditions, vos clauses de responsabilité, les modalités de paiement, le droit de rétractation s'il y en a. Il faut que les clauses soient très claires. Il faut vraiment, voilà, vraiment vous informer, vraiment on va dire, vous sécuriser à ce niveau-là. C'est très, très, très important. Ensuite, il faut la politique de confidentialité des données. Très, très, très important parce que même si vous êtes un site que j'appelle vitrine, c'est-à-dire un site de présentation de votre activité, vous allez avoir un formulaire de contact. Et c'est normal parce que le but, c'est de prospecter. D'accord? Donc, c'est très, très, très important. Le bandeau cookie, si vous avez des cookies traceurs pour la pub, etc. Donc, vérifiez avec l'informaticien que vous avez fait le site, votre prestataire ou sur votre back-office. Et les mentions d'information sur les formulaires de collecte de données, c'est-à-dire les formulaires en général de contact ou alors si vous avez un onglet newsletter, pareil. Donc là, il faut vraiment avoir ces 5 points-là pour que votre site soit en conformité. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. J'ai essayé vraiment d'être exhaustive parce que c'est un sujet où en général, ça me prend minimum 3 heures de formation que sur le RGPD. Donc, j'ai essayé vraiment de balayer, d'être pratico-pratique. Je vois qu'il y a des questions. Alors, on peut mettre le chèque comme moyen de paiement. Oui, vous mettez en fait les paiements, les moyens acceptés en fait que vous acceptez pour vous faire payer. Me déconseillez-vous en fait, le problème des chèques, c'est qu'il y a beaucoup de chèques impayés ou de chèques volés. Donc, effectivement, c'est pas un gage de sécurité. Si vous faites de la vente en ligne, parce que le temps qu'on vous adresse le chèque par mail, par courrier, etc. Bon, pour moi, c'est pas le plus simple, mais en tout cas, c'est possible. Vous aviez dit que vous me répondiez plus tard. Oui, je vais y venir. Mais comme je voulais clarifier certains points, je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Vous parlez d'une astuce pour récupérer les coordonnées malgré tout. Alors, c'est pas une astuce. C'est pas une astuce. Donc pour Pascaline, vous parlez d'une astuce pour récupérer les coordonnées malgré tout. C'était pas une astuce, c'était un conseil pour essayer d'obtenir finalement le consentement pour la prospection ou l'envoi de newsletter si finalement vous ne l'aviez pas. Par exemple, moi souvent on vient me voir en me disant « Ah mais vous me dites tout ça, mais ça veut dire que là j'ai mon fichier prospect, je dois le jeter à la poubelle parce que je n'ai pas recueilli leur consentement. » Donc pour éviter quand même tous vos efforts, votre prospection depuis des mois et des mois à jeter votre fichier, ce que je vous conseille de faire, c'est d'adresser malgré tout un mail sous forme un petit peu commerciale, un petit peu gentil, en disant tiens, je me renouvelle, ça fait longtemps que j'ai pas eu de vos nouvelles, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour recevoir des newsletters de ma part? Et là, vous les renvoyez vers votre site sur lequel vous aurez votre beau formulaire avec les coordonnées nécessaires, avec la belle petite case à cocher, et comme ça, on va dire que vous avez pu obtenir le consentement malgré le fait qu'au préalable, vous ne l'avez pas. Voilà, c'est pas forcément une astuce, mais on va dire que c'est essayer de rattraper le coup. Alors, ensuite, il y a d'autres questions. Je ne vous ai pas oublié, Tiffany, je ne vous ai pas oublié, je vais vous répondre. Les infos RGPD doivent être figurées dans les mentions légales et CGE, CGV. Non, c'est ce que j'appelle la politique de confidentialité des données. Parce qu'en fait, c'est quand même assez dense, et si vous les noyez dans les CGV ou dans les mentions légales, l'internaute va s'y perdre, et on peut considérer que ce sont des clauses un peu illisibles, etc. Alors, du coup, pour répondre à Tiffany, de mémoire, votre question, c'était comment je fais pour prouver à la CNIL que je me suis conforme au RGPD? Est-ce que avoir un fichier Excel avec tous les noms des clients, etc., des prospects? Non, c'est pas ça, prouver à la CNIL qu'on est en conformité. En fait,
Je ne l'ai pas noté là parce qu'encore une fois, le RGPD à lui seul, c'est une formation minimale de 3 heures et je ne voulais pas trop vous embrouiller l'esprit et vraiment, je voulais rester site internet. En réalité, vous devez avoir ce qu'on appelle des registres. D'accord. Je crois que j'en parlais rapidement, je vais peut-être me remettre dessus. En fait, vous devez avoir ce qu'on appelle des registres de traitement. Les registres de traitement, ce sont des tableaux Excel. Je dis ce sont des tableaux Excel. Pour faire simple, ce sont effectivement des tableaux Excel. Et la CNIL fournit des modèles. D'accord. Sur ces tableaux, vous devez préciser quel type de données vous collectez. Mais ça ne veut pas dire que vous devez mettre le nom des personnes que vous avez dans votre fichier. Par exemple, moi, dans mon fichier RGPD, c'est ma slide là. Recensez vos fichiers, remplissez le registre désormais obligatoire. Moi, j'ai mon registre, j'ai le nom, j'ai tous les traitements que je fais. Donc, j'ai le premier fichier, ça va être fichier client. Et là, j'indique le type de données que je collecte. Dans mes fichiers clients, moi, je collecte le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Je précise quelle est la finalité de ce fichier. Un fichier client, moi, dans mon cas, c'est pour répondre à ma mission, d'accord, ma mission de conseil ou ma mission d'assistance devant les tribunaux de représentation. Vous, dans de la vente, la finalité, c'est tout simplement remplir le contrat de vente, tout simplement. Ensuite, vous expliquez combien de temps vous conservez ces données-là. Les fichiers clients, vous allez les conserver pendant toute la durée de la relation contractuelle, parce que peut-être que pour un achat de produit, ça va être instantané. Donc, vous allez conserver peut-être les données le temps de la livraison du produit, d'accord, à minima en tout cas. Peut-être que pour la prestation de service, ça va s'étaler dans le temps. Puis après, il faut la durée de conservation aussi au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que la relation contractuelle est terminée, vous avez des délais, on va dire, légaux, parce que la personne peut venir vous embêter 5 ans après, parce que c'est le délai de prescription, d'accord, d'une action devant les tribunaux. Donc, il y a ces délais-là. Et c'est ça le fichier dont je parlais. C'est pas votre fichier Excel avec toute l'identité, parce que la CNIL, elle va pas, c'est pas ça, en fait, la question du registre et de la mise en conformité. C'est vraiment quel fichier je collecte, quel fichier, et dans ces fichiers-là, quel type de données j'ai. Voilà. Je sais pas si ça a répondu à votre question, du coup, si j'étais un peu plus claire là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment assez technique. Encore une fois, là, la thématique, c'était vraiment artisan, mettez votre site en conformité. Donc, l'objectif, c'était vraiment de vous dire toutes les mentions. J'ai essayé de faire des zooms sur des notions un peu particulières qui sont importantes, au cas où si vous avez des réclamations de la part de vos clients. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est très compliqué pour moi de tout expliquer dans le détail, en plus dans le jargon juridique. Donc, j'essaye vraiment d'acter ça par des exemples de mes clients ou de votre activité que l'on peut rencontrer. Donc voilà, j'ai fini en tout cas sur tout ça. N'oubliez pas les 5 éléments à avoir sur votre site internet, d'accord, comme les 5 doigts de la main, donc c'est facile à retenir. Et puis vous pouvez me contacter. Donc comme je vous ai dit, je suis dans le Val d'Oise. J'ai un site internet, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, j'ai une page LinkedIn, Facebook, j'ai un profil aussi LinkedIn et Facebook. Je publie à peu près 2 fois par semaine des petites actus juridiques, les décisions, les petits conseils à mettre en place, etc. N'hésitez pas. J'ai un site internet également, vous pouvez aller voir. En tout cas, je sais que c'est régional, donc n'hésitez pas. J'ai des clients partout en France. Désormais, maintenant, vous voyez bien, on peut tout faire à distance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il suffit juste, de communiquer par mail ou par téléphone, c'est suffisant. Et puis, si vous avez été satisfait de ma prestation, n'hésitez pas à me laisser un petit avis Google. C'est toujours sympa pour les clients. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. C'était très bien. Merci. Merci à vous encore. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire. Donc, on a vu qu'on était vraiment presque plus de 70. Voilà. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain. De toute façon, vous inquiétez
pas. Et puis, merci beaucoup pour cette disponibilité, Aurore, et tu as été très efficace et clair. Voilà. Et on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci, Aurore, et bonne soirée à tout le monde. Merci encore.